Là, on va passer à des systèmes conversationnels où on va avoir une espèce de réintermédiation par des intelligences artificielles. Et tout d'un coup, les applications risquent fortement de disparaître. Bonjour Frédéric Filloux. Bonjour Jérôme. Tu es journaliste, c'est pour ça que je me permets de te tutoyer, spécialiste de la tech et des médias depuis de longues années. Tu as travaillé à Libération, aux Échos, tu as participé au lancement de 20 minutes, à l'Express, etc. Et puis tu travailles depuis pas mal de temps sur vraiment la problématique des médias et des technologies. Tu as d'ailleurs passé 2 ans à l'université de Stanford aux États-Unis pour plancher là-dessus. Et puis enfin, tu es l'auteur d'une newsletter qui s'appelle Épisodique. Et une newsletter dans laquelle récemment tu développais un sujet particulièrement intéressant, qui est que selon toi, l'arrivée de l'intelligence artificielle sur les smartphones, et notamment avec ce que promet Apple, qui a été annoncé récemment, ça va changer non seulement nos usages au quotidien, mais notre manière de nous informer. Pour quelles raisons ? Eh bien, en tout cas, on est dans la continuité des relations entre la technologie et les médias. Les médias, en fait, le développement des médias a toujours été très étroitement lié aux vecteurs technologiques qu'il incarnait. Donc, ça a été effectivement l'imprimerie, ça a été la radio, ça a été la télé, qui se sont livrés à des concurrences parfois féroces, mais qui ne se sont pas totalement cannibalisés. Là, on entre dans une nouvelle ère avec le numérique depuis un moment, qui a totalement changé la donne, et notamment les business models. Et là, on va rajouter une nouvelle couche, une double couche, qui est la prééminence du smartphone, et d'un smartphone qui va transporter un agent conversationnel basé sur de l'intelligence artificielle. Et là, ça va quand même changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, et pour quelles raisons ? Parce qu'on va passer d'un système dans lequel je vais sur mon app, que ce soit une app de réseaux sociaux, bon, ce qui est une plaie pour l'information, ou que ce soit une app d'un média quelconque, où j'appuie sur, je vais sur Le Monde, je vais sur le New York Times, je vais sur le Wall Street Journal, je vais sur n'importe quoi, et puis je chope mon information. Là, on va passer à des systèmes conversationnels où on va avoir une espèce de réintermédiation par des intelligences artificielles. Et ça va se passer en grande partie, peut-être pas tout de suite, parce qu'il faudra un petit peu de temps pour ça, mais on va demander à son agent, à son assistant personnel, à son agent intelligent, on va lui dire « Fais-moi une synthèse des positions de la France insoumise sur tel ou tel sujet. Qui était, c'est à vous aujourd'hui, qui était sur France Inter ce matin? Est-ce que tu peux me dire que dans l'interview de 8h20 de ce matin, quel était l'invité et qu'est-ce que la personne a dit? Donc, tu vas avoir les systèmes qui vont te restituer tout ça, qui vont aller te le chercher, qui vont faire des synthèses. Et tout d'un coup, les applications risquent fortement de disparaître. Et là, je pense que ça va être une évolution, voire une révolution qui va être vraiment très compliquée à gérer pour les médias. En fait, ça va être que du bonheur pour l'utilisateur, mais ça va faire mal aux éditeurs, c'est-à-dire aux médias. Oui, parce que on va rentrer dans un système où le vecteur technologique devient également producteur et émetteur d'informations avec des avantages compétitifs absolument phénoménaux. Parce que l'avantage, ça va être le volume, c'est-à-dire le fait que Apple a plus de 1 milliard de devices, de smartphones qui sont activés dans le monde, ce qui est une base installée absolument gigantesque. Elle avec des taux de pénétration absolument phénoménaux dans les pays industrialisés. Même topo pour Android, qui doit avoir quelque chose comme 3 milliards de devices avec une plus grande diversité sur le public. Et ce sont des objets sur lesquels on passe 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour et qui nous connaissent de façon totalement intime. C'est-à-dire que si on ajoute le fait que tous ces systèmes nous connaissent à travers les réseaux sociaux, vont être capables de personnalisation complètement infinie de notre système d'information, on va arriver à une espèce de surpuissance de ces systèmes. Le problème est aggravé, à mes yeux en tout cas, et là je suis extrêmement sévère par rapport à ça, parce que j'appellerais la capitulation des éditeurs de presse qui se bousculent pour aller faire des deals avec les opérateurs d'intelligence artificielle comme OpenAI. Et là, pour moi, c'est la dernière série de clous sur le secteur de l'information. Et je vois pas ça de façon très positive. Pourquoi ? Parce que c'est aussi la garantie pour ces acteurs-là d'avoir des revenus et de ne pas se faire payer, de ne pas se faire piller sans contrepartie. Et puis ça alimente aussi la richesse des moteurs d'IA.
Justement, sur le dernier point, je pense que le fait de pouvoir, pour une IA comme GPT 5, 6 ou les versions ou Anthropic, Claude, etc., je pense que le fait de pouvoir embarquer des données de super bonne qualité comme celles des éditeurs de presse qui ont signé avec eux ou qui vont prochainement signer avec eux, ça va faire gagner 1 an, 2 ans, 3 ans, ce qui est monumental à l'échelle du développement de l'intelligence artificielle, à tous ces opérateurs. Donc je pense que c'est une très 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 mauvaise idée, parce que c'est-à-dire qu'il leur donne les clés du camion, quoi. Il leur donne les clés du camion et il crée les instruments de la concurrence de demain. C'est-à-dire que du point de vue de l'IA, aujourd'hui, du point de vue d'un opérateur d'IA, ils ont passé leur temps à se nourrir avec du surimi, c'est-à-dire de la bouffe, de la malbouffe de mauvaise qualité, des données pourries où ils mettaient l'équivalent du Gorafi, ce qui a donné des trucs Alors, il n'y avait pas que ça, il y a aussi du Wikipédia, etc. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pris le tout venant. Tu as raison, ils ont pillé les données, mais ça, je vais y revenir dans un instant. Mais ils ont pris le tout venant, et le tout venant étant quand même extrêmement très divers en termes de qualité. Et là, tout d'un coup, avec des deals qui sont faits dans des conditions effectivement très intéressantes pour les éditeurs, ils vont se retrouver, ils vont passer du surimi au caviar. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des données d'enfer qui répondent à une équation très simple, qui est l'équation centrale des opérateurs d'intelligence artificielle, qui est pourquoi je choisis un média, pourquoi je choisis un éditeur de presse. C'est sur la base d'une équation qui va être la qualité perçue ou réelle, la fréquence de rafraîchissement des données, à quel rythme cet éditeur produit les données, et tertio, la profondeur des archives. Il est vrai que quand tu vas mettre dans une IA, encore une fois comme les futures versions de ChatGPT ou d'autres, 2 millions d'articles, d'archives du Guardian, du Financial Times ou du Monde, mais pour eux, c'est Broadway. Ils vont complètement apprendre comment ces médias produisent leur information et ils vont être en mesure de la restituer. Alors oui, à court terme, c'est génial. Ça apporte des suppléments de revenus qui sont de l'ordre de, on parle de 250 millions de dollars sur 5 ans pour le Wall Street Journal. Je pense que le Monde et les autres, ça doit être, ils m'ont pas fait de confidence, bien évidemment, ce sont des accords secrets qui en plus de ça sont passés séparément parce que tout ça, on est dans un système où c'est fracturé pour mieux régner. Mais pour le Monde, pour le Figaro, qui n'a pas encore signé, mais pour des médias comme ça, de cette taille-là, ce sera plutôt entre 5 et 10 millions de dollars par an qui vont se mettre en bas du compte d'exploitation. Donc c'est de la marge. Donc c'est génial. Donc effectivement, on ne peut pas blâmer le Monde ou les autres d'avoir signé avec les opérateurs d'IA. Mais à terme, je pense que c'est un suicide collectif. Ouais, donc ce que tu soulignes, c'est un vrai problème économique à long terme pour les médias, pour la presse. Derrière cette espèce d'écran de fumée, de cash facile immédiat. Mais quelle autre solution, Frédéric ? Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire ? Qu'est-ce qu'ils devraient faire ? Moi, je suis très catégorique là-dessus. Je suis en général toujours catégorique, c'est même à ça qu'on me reconnaît. Mais je pense qu'il y avait une autre solution qui consistait, premièrement, à faire une expertise extrêmement approfondie sur ce que tu évoquais tout à l'heure, qui est le pillage qui a été fait avant de faire ces accords, le fait que ça a été open bar pour les opérateurs d'IA et qu'ils ont pillé les données. Il suffit pour ça de se reporter à l'action en justice menée par le New York Times. Le New York Times a confié à des experts qui ont analysé très en profondeur les modèles d'IA, notamment ceux de OpenAI, et qui ont découvert ce qu'on savait déjà, mais ils l'ont documenté de façon très précise, le fait que OpenAI était largement nourri des données du New York Times. Sans autorisation. Sans autorisation. Et pour eux, c'est uniquement une position de négociation. C'est-à-dire que je suis prêt à prendre le pari avec toi, si on se reparle dans 6 mois, que le New York Times aura signé comme les autres. Mais bon, peu importe. Moi, je pense que les éditeurs français et européens auraient gagné à d'abord avoir une espèce d'action collective, de faire en premier lieu une expertise extrêmement approfondie, qui n'est pas simple à faire. Mais je veux dire, on manque pas d'experts, notamment en France, par exemple dans les milieux académiques, pour faire des analyses extrêmement
précises pour mettre en évidence ce pillage. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça aurait été de prendre les services d'un cabinet d'avocats extrêmement agressif sur cette question. Évidemment, ça coûte 300 000, 500 000, 1 million de dollars pour avoir l'espoir de remporter cette action en justice. Mais il faut savoir que les GAFA, ce que j'appelle les GAFAM+, c'est-à-dire ceux qu'on connaît plus les opérateurs d'IA, ne comprennent que ça, ne comprennent que la force. Et ne comprennent que le risque de se trouver avec une class action lawsuit qui va leur coûter des milliards de dollars. Donc, il y avait cette possibilité-là, et après, ils se seraient trouvés en position de faire éventuellement des bons accords. Qu'est-ce que j'entends par un bon accord? J'entends par un accord qui a, par exemple, une dimension projet industriel. Ce que je note, en tout cas à ma connaissance, et je suis à peu près certain de ne pas me tromper, c'est que l'accord tel qu'a signé le monde, pour l'instant, il y a zéro projet industriel. Zéro projet industriel. Ils encaissent le cash, ce qui n'est pas idiot, ce qui est un peu inévitable, et on se met encore une fois à leur place. Ils auraient eu tort de s'en priver, mais il n'y a pas d'exploitation de toutes ces technologies style OpenAI. Et après, je crois qu'il y a quand même dans le deal la possibilité pour le monde un accès, alors peut-être à meilleur tarif ou autre, des technologies d'OpenAI. Je pense honnêtement que c'est bullshit. Je pense que le Wall Street Journal a des abonnements gratuits, quoi. Voilà, le Wall Street Journal a invoqué le même la même chose, et honnêtement, ça fait marrer tout le monde dans les milieux de l'intelligence artificielle aux États-Unis, parce que ces gens-là sont pas crédibles. Ils sont très bons. Je parle des éditeurs de presse. Ils sont très bons sur énormément de choses. Ils ont même maintenant des ingénieurs de première classe, mais ils sont pas équipés pour ça. C'est pas leur taf. Moi, je pense que l'intelligence artificielle peut servir les éditeurs de presse sur des choses latérales, comme par exemple la connaissance extrêmement granulaire des données clients et la conformation, la combinaison des données clients pour servir au mieux des contenus personnalisés. Ça peut aider, par exemple, quand tu as des millions d'articles, comme c'est le cas pour ces grands éditeurs de presse, ça peut aider à construire des moteurs de recommandation qui soient extraordinairement puissants et qui puissent garantir une profondeur d'utilisation, un nombre de pages vues beaucoup plus important. C'est un peu la même histoire qui se répète, non? Ça ressemble un peu à l'époque où Google pillait allègrement tous les livres de toutes les bibliothèques pour les mettre en libre accès sur le web. C'est exactement l'histoire se répète exactement de la même façon, sauf que là, OpenAI s'est dit, Google n'a cessé de se prendre des gifles de la part de la Commission européenne. Oui, parce que voilà, ils se sont pris des procès, des réglementations, absolument, etc. Ça risquait de faire la même chose avec le DOJ américain qui commençait à tendre l'élastique contre les opérateurs d'IA. Et là, ils ont préempté le truc en faisant des deals. Mais alors, le problème, c'est que ces deals vont être sélectifs parce que tu vas avoir les éditeurs de ce que j'appelle le premier tiers, c'est-à-dire les éditeurs qui sont dominants sur le marché, style effectivement en France, Le Monde, Le Figaro, Les Échos. En Angleterre, tu auras le Guardian, tu auras, etc. Aux États-Unis, on les connaît tous. Et il n'y aura pas de deuxième d'accord pour les deuxièmes tiers. Ils vont pas s'embêter, les opérateurs d'IA, à faire des deals avec des éditeurs de presse de second tiers. C'est pas du tout un jugement qualitatif que j'évoque là, mais simplement parce que ils auront eu le caviar, la crème pour laquelle ils vont quand même payer assez cher, pas si cher au regard de leur compte d'exploitation à eux, parce qu'on parle quand même pour OpenAI d'un chiffre d'affaires prévu pour 2024 de 5 milliards de dollars. Donc filer collectivement 50 millions ou 100 millions au max à des éditeurs de presse européens et américains, c'est pas cher payé par rapport à ce que ça leur apporte, voire à ce que ça leur rapporte. Est-ce que à terme, à long terme, Frédéric Filloux, ça menacerait l'économie des médias et donc l'existence de ces médias qui sont déjà si maltraités d'une certaine manière, enfin à la fois maltraités et puis en même temps il s'est passé plein de choses pas inintéressantes, mais est-ce que ça veut dire qu'à terme ils seraient menacés dans leur existence même et donc l'information in fine? Moi je pense que oui. Je pense que même j'ai écrit que l'IA était le dernier cercueil, le dernier clou sur le cercueil de l'information, parce que pour un OpenAI, pour un Anthropic, pour un Microsoft ou je ne sais qui, ce sera extrêmement facile une fois qu'ils auront entraîné leur modèle pendant des mois. Ce sera extrêmement facile de produire des services d'information à un coût pour eux, à un coût marginal pour eux extrêmement négligeable. Et ces services d'information seront ultra personnalisés.
dans une proportion totalement inaccessible pour les éditeurs de presse, et ils viendront évidemment concurrencer. Je veux dire, un Apple Intelligence, on voit déjà les dégâts que fait Apple News en termes de déflation. Moi, ça m'a économisé des centaines de dollars par an, la possibilité de lire beaucoup de magazines sur Apple News. C'est un système épouvantablement déflationniste. Parce que c'est des accès gratuits aux articles, etc. Pour un abonnement à 9 dollars par an sur Apple News, je pense que j'ai dû économiser 150 à 200 dollars par an sur les abonnements que je payais plein pot auparavant. Donc, je pense que ça peut potentiellement faire extrêmement mal au secteur des médias. Je pense néanmoins, et c'est pas du tout pour être niaisement positif, je pense que il peut naître de ça un certain nombre d'opportunités. Et ces opportunités, je les vois sur le fait que les médias se replient sur leurs fondamentaux. Qu'est-ce que sont les fondamentaux pour un média ? Les fondamentaux pour un média, ça va être les fondamentaux pour un média, ça va être de capitaliser sur ses actifs. Ces actifs, ce sont ses talents. Ce sont les hommes et les femmes qui produisent de l'information de qualité et qui sont capables de faire la différence par rapport à ces plateformes et par rapport à leur propre concurrence. Ça, c'est un élément absolument fondamental. Mais j'invente rien, on revient à des fondamentaux de l'entreprise numérique classique qui sont mes facteurs de différenciation, mon public et mes barrières à l'entrée. Et je pense que pour les rédactions dont on parle, les barrières à l'entrée, ce sont encore une fois les talents journalistiques qui sont capables d'aligner. Frédéric Filloux, si on vient au côté utilisateur un peu, est-ce qu'on peut en parler un petit peu à court terme au moins je le disais, c'est séduisant quand même pour l'utilisateur. Ça veut dire que demain, on pourra demander à son smartphone de nous faire une synthèse de l'actualité, mais on sait que ces IA, aujourd'hui, au stade où elles en sont, elles ne sont pas parfaites, elles hallucinent. On voit les difficultés de Google pour arriver à faire ça par écrit avec Gemini, où régulièrement il y a des réponses totalement farfelues qui apparaissent. Donc est-ce que finalement on fantasme pas sur quelque chose qui est encore il y a encore un peu loin de la coupe aux lèvres? Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que les IA aujourd'hui sont totalement imparfaites. Quand je regarde ça du point de vue du journaliste économique que je suis, ChatGPT est totalement inutile pour moi. C'est-à-dire que quand je lui demande des choses précises, genre fais-moi une table des capitalisations boursières aux États-Unis dans le domaine des batteries ou des trucs comme ça, il va me sortir de ces conneries mais qui sont absolument monumentales. Donc ChatGPT n'est pas une source d'information. Ah non, je le répète à chaque épisode ou presque. On est complètement d'accord là-dessus. Ça, c'est la situation actuelle. Quand tu vas avoir un modèle d'intelligence artificielle orienté news qui aura été entraîné aux meilleures sources, la restriction même de ton jeu de données va faire que l'intelligence artificielle, ton modèle de langage, ton LLM, va évoluer dans un environnement contraint et de facto de bien meilleure qualité Donc là, il sera bon. Oui, de bien meilleure qualité que le grand bordel généraliste auquel on assiste aujourd'hui. Donc, je suis absolument persuadé que les problèmes d'hallucination, qui sont un énorme problème, qui est quasiment, je dirais pas impossible, mais extrêmement compliqué à résoudre aujourd'hui, vont de facto disparaître avec la qualité des datasets auxquels auront participé nos amis éditeurs de presse. Donc, on aura des choses extrêmement utiles. Le problème, c'est que les modèles vont apprendre, ils vont apprendre à rédiger comme le New York Times, comme le Financial Times, etc., que même après, si les éditeurs disent « bon, on arrête les conneries maintenant, on retire nos données », le modèle aura énormément appris, il sera capable de trouver ce qu'on appelle les grounding data, qui servent à augmenter la partie qu'on appelle RAG, R-A-G, qui veut dire Retrieval Augmented Generation, qui est la partie utile, c'est-à-dire les données fraîches, de qualité, machin, etc. Ces données-là, ils les trouveront dans l'écosystème des news gratuits. Donc, ils auront de facto une capacité énorme pour concurrencer les médias, qui encore une fois les auront aidés à s'entraîner. Donc, néanmoins, moi je pense que l'opportunité pour les médias, c'est vraiment de se replier sur ces fondamentaux. Personnellement, je continuerai à payer mon abonnement au Monde, aux Échos, à Asie Atlantique et à Wired parce qu'ils m'offriront des choses uniques que je ne lis pas ailleurs et que les IA seront évidemment incapables de me fournir. Mais mon exemple est un exemple de vieux mâle blanc conservateur dans sa consommation d'informations et malheureusement ce sera pas la norme. Merci Frédéric Filloux, journaliste spécialiste des médias et des technologies et auteur notamment de la newsletter épisodique.
Comme des milliers d'auditeurs, vous avez apprécié cet épisode et vous souhaitez associer l'image de votre entreprise au podcast Monde Numérique, alors n'hésitez pas à nous contacter. Le podcast est un média idéal pour toucher une audience attentive, de qualité. Plusieurs formats sont possibles. Spot classique, message host-read ou encore contenu sponsorisé. Pour devenir partenaire de Monde Numérique, rendez-vous sur le site mondenumérique.info, rubrique Contact. On a certainement plein d'idées à partager.